T'as vu ça, ce club de pro? Et là, on peut continuer de dire des bêtises? Bien sûr. D'accord. Donc voilà. Je fais juste comme ça. Bon, je fais l'intro, après je retourne. Non, mais mon filtre anti-pop. Mais après, je te le rends. D'accord. D'accord? Pleure pas. Si tu commences ton podcast en pleurant, ça va le faire. Hein. Mais non, allez. Elle m'a traumatisé. À bras le corps. Dans son cas où. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de À bras de corps. Aujourd'hui, nous recevons Yannick pour parler de minimalisme. Bonjour Yannick. Tout le monde. Merci de participer à ce podcast. Et bah de rien, ça me fait plaisir. Cool. Alors, juste avant de démarrer un petit peu le sujet du jour, je vais juste définir les grandes lignes de minimalisme pour être sûr qu'on parle bien de tous la même chose. Donc, on ne parle pas forcément de gens qui vont faire des économies à fond, par exemple, parce que j'ai découvert ça, que pour une partie des gens, en fait, quand on utilisait le terme minimalisme, certains voyaient ça comme genre des gens qui font un max d'économies. Non, on va pas parler de ça. Même si indirectement, ça peut... Oui, alors indirectement, tout à fait. Vous pouvez faire des économies en étant minimaliste, mais parler plutôt vraiment de ceux qui faisaient genre des bas de laine, tu vois. Ok. Donc non, ce n'est pas de ça. On va pas non plus vous parler d'un courant d'art contemporain né dans les années 60 aux USA. Ce n'est pas non plus de ça dont... Parce que maintenant, je sais ce que c'est. Oui. Si tu m'avais découvert ça, puisque en fait, nous réenregistrons le podcast parce que nous avons un petit problème de micro la dernière fois. Et c'est vrai que la dernière fois, tu as découvert qu'il existait un courant minimalisme que tu ne savais pas Et avant. non, on ne peut pas tout savoir. Et je peux même te dire que dans le courant minimalisme, il y a plein de branches de l'art contemporain, y compris de la musique, et de la vidéo. Voilà. On en apprend des choses ici. Voilà, exactement. Donc non, nous ne parlons pas aujourd'hui de minimalisme, bien que une des personnalités de ce mouvement qui a fait le Bauhaus en Allemagne a écrit une célèbre phrase qui s'appelle Less is more, pour ceux à qui ça évoquera quelque chose. Mais du coup, aujourd'hui, on parle plutôt de style de vie, de philosophie de vie, de qu'est-ce que c'est que le minimalisme dans ce domaine-là et comment, monsieur et madame tout le monde peut le vivre. Et donc, voilà. Maintenant que tout ça est défini, première question, Yannick, qu'est-ce que ça veut dire minimalisme pour toi? Pour moi déjà, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous un petit peu une notion du minimalisme qui peut varier en fonction des individus. Donc, premièrement, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs axes dans le minimalisme. En tout cas, comme je le pratique, c'est premièrement, comme on pourrait le penser, ça serait se délivrer et minimaliser son environnement matériel. Premièrement. Donc, posséder tout simplement moins de choses. Mais je pense qu'on peut aussi penser au minimalisme à travers les relations qu'on a avec les gens, à travers ses manières de penser. C'est-à-dire que le minimalisme, de manière plus vaste, pour moi, ce serait aller à l'essentiel. Donc ça se rapprocherait plus d'un courant de pensée, par exemple, c'est apparu au début des années 2000, c'est la simplicité volontaire. Par exemple, effectivement, aller vers la simplicité. Alors après, moi, j'ai plus des références sur les philosophies bouddhistes et ce genre de choses pour le minimalisme. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est aller à la simplicité, se libérer du superflu. D'accord. Donc surtout peut-être du point de vue matériel. Donc ça, c'est lié à une expérience personnelle ou... effectivement, depuis quelques années, j'essaie de minimaliser mon environnement et de me séparer de beaucoup de choses matérielles. Après, c'est vrai que j'ai été aussi un petit peu forcé dernièrement à le faire parce que je pars en voyage pour plusieurs années et que ma vie va se résumer à un sac peut-être de 50 ou 60 litres. Ça laisse peu de place au superflu. Ou alors on le porte, le superflu, et ça fait mal. Au bout d'un moment, tu le sens. Voilà. Donc, j'essaye effectivement de me débarrasser d'un maximum de choses parce que tout simplement, elles vont plus pouvoir mathématiquement faire partie de ma vie. Mm-hmm. Donc, quand on a un espace très limité, on doit prendre des décisions et de se poser la question réellement de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre avec soi et d'avoir au quotidien. Et qu'est-ce que, finalement, on peut considérer comme superflu et pas nécessaire. Ok. Donc, du coup, en fait, tu t'es intéressé en guillemets au minimalisme parce que tu avais ce projet, justement, où tu n'allais pas pouvoir tout emmener.
Je Ou dirais déjà que avant? ouais, déjà avant, j'avais commencé à alors j'ai jamais été quelqu'un de très matérialiste, hein, pour être honnête. Je suis pas quelqu'un qui accumule énormément de biens matériels. Par contre, c'est vrai que j'y faisais pas spécialement attention plus que ça. J'en avais entendu parler, je l'avais commencé à le faire de mon côté même avant d'avoir mis un mot dessus. Et puis j'ai vraiment commencé à rentrer dans la pratique vraiment fondamentale du minimalisme pour ce voyage. C'est là où j'ai commencé à vraiment faire des tris, de se dire: «OK, ça je garde pas, ça c'est trop, ça c'est bien», et cetera. Mais même avant, je dirais que mon environnement n'est pas vraiment basé sur le matériel. OK. Mais du coup, il y a le voyage, c'était quoi? C'était un déclic où tu t'es dit: «Ah, il faut que, voilà, je trie mes affaires» ou alors est-ce que, bah, je sais pas, une fois, tu étais posé sur ta chaise, tu regardes ta chambre ou ton appartement, puis tu fais: «Oh mon Dieu, il y a trop». Ouais, c'est plus la 2e option finalement. Le voyage, ça a été l'excuse un petit peu de se dire: «Ah bah, c'est la raison pour laquelle je vais me débarrasser de tout», mais la prise de conscience, elle a plus été effectivement sur ma chaise à regarder tout mon environnement et à me dire: «Ouais, quand même, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça?» OK, d'accord. Donc finalement, ouais, c'est arrivé avant Ouais, le voyage, quoi. ouais, clairement, la prise de conscience est arrivée avant. D'accord. Et est-ce qu'il y a des livres, ou des reportages qui t'ont fait découvrir un peu plus en profondeur ce mode de vie ou? Alors, livre et philosophie, il y a Marie Kondo, dont j'ai parlé sur mon blog et Brittany m'en avait parlé. Brittany est ma copine, en fait, qui m'en avait parlé. C'était pas moi qui m'étais intéressé à ce genre de choses au début et elle m'a présenté ça. C'est une méthode assez grand public, je dirais, du minimalisme, où on base surtout sur, ce qui nous déclenche des émotions, ce qui nous plaît et cetera dans les objets qu'on a. Je dirais que ça a été la première fois que j'ai vraiment appliqué le courant minimalisme à travers des livres ou des choses comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, la deuxième source, de contenu et de philosophie minimaliste, ça vient du bouddhisme. OK. Ça, c'est la deuxième partie, ou des récits sur le bouddhisme et sur, le détachement du matériel. OK, Voilà. d'accord. Parce que c'est vrai que pour tout ce qui est minimalisme, il y a un truc qui est très, très porteur et qui a pas énormément d'années, c'est le film et les livres qui s'appellent The Minimalist. C'est des Américains qui ont écrit et tourné ce film-là, donc c'est deux copains. Donc je me disais peut-être que tu connais ça? Alors moi, je suis un très mauvais élève sur, tout ce qui est littérature sur le sujet et film OK, ou quoi que d'accord. ce soit. En fait, j'ai vraiment appris qu'il y avait un terme pour ça, après m'être rendu compte que je voulais me débarrasser des choses que j'avais. Donc en fait, j'ai un peu fait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est parti d'une raison personnelle en fait, de me dire: «Oh là, j'ai trop de choses, j'ai envie d'un environnement plus simple», à me dire: «Ah bah tiens, en fait, il y a des gens qui ont vraiment mis un terme dessus», à se dire: «Bon bah écoutez, ça c'est la philosophie minimaliste, se débarrasser du superflu et cetera». Donc je l'ai appris que après et j'ai pas vraiment lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet, plus que ça finalement, en fait. C'est plus dans la philosophie du minimalisme en elle-même Mmh. que je suis rentré dedans et non dans des ouvrages spécifiques. OK, alors du coup, peut-être, c'est intéressant, tu peux nous partager parce que tu as l'air de connaître, pas mal. Dans le bouddhisme, le minimalisme, il se traduit comment? Il se traduit par le fait que fondamentalement, dans le bouddhisme, on pense que le bonheur ne vient pas des possessions matérielles. Voilà. C'est-à-dire que, au contraire même, ça peut être une source de souffrance. C'est-à-dire que le matériel et les biens, n'importe quel objet, est fondamentalement impermanent. C'est-à-dire qu'il a un début et une fin, que ce soit parce qu'on va le perdre, que ce soit parce qu'il va se casser, ou parce qu'on en aura marre d'un coup. En gros, il a une durée de vie définie. Et si on s'y attache trop à un matériel, un bien, un objet, je sais pas, par exemple sa voiture, imaginons, si on s'y attache réellement émotionnellement et dans tout ce qu'on fait, qu'on dépend de cette voiture, le jour où elle va disparaître, le jour où on devra s'en séparer, on va forcément souffrir d'une certaine manière. Et donc quand on prend ce fait-là, on peut avoir la pensée inverse en se disant bah, peut-être que si je veux éviter la souffrance, si je veux éviter ce genre de problématique et plutôt aller vers une vie plus libérée, le fait de ne pas être attaché à mes biens matériels est une voie qui peut amener le bonheur, amener le détachement et puis
la sérénité, pardon. Oui, effectivement. D'accord. Donc c'est plutôt comme ça que ça se manifeste en fait. Je dirais après, je suis pas non plus le spécialiste du bouddhisme absolu, mais c'est comme ça que je le vis et comme ça que je le pratique. C'est Ouais, comme ça que tu l'as compris, quoi. ouais, exactement. D'accord. Et du coup, par rapport à tes, on va dire, tes espérances personnelles, est-ce que tu as un idéal à ce niveau-là? Ben, je dirais que l'idéal, je vais m'y approcher quand je vais voyager, parce que déjà, avoir juste 50 litres dans mon sac, ça va être un sacré challenge. Déjà, je pense que là, j'ai déjà commencé, et c'est déjà un challenge. Faire des essais pour le sac à Voilà, dos. exactement. Donc, je dirais que mon idéal, pour l'instant, en tout cas, ça va être de m'approcher à ça, parce que j'ai pas trop le choix et que je trouve que c'est un bon challenge. Je le prends vraiment comme un challenge et de me dire qu'est-ce que ça va me faire de vivre avec le strict minimum du matériel? C'est un challenge et une expérience en soi. Donc mon idéal, ça serait cette expérience et ce challenge pour peut-être après découvrir le vrai équilibre peut-être entre les deux. Mais je me dis que peut-être faire un peu les deux extrêmes, c'est un bon moyen aussi de voir ce qu'il y a au milieu. C'est l'histoire du retour de balancier un petit peu. Ouais, c'est un peu Finalement. ça. Et comme là, j'ai pas le choix de le faire, je me dis, ouais, vraiment, je le prends comme une expérience de me dire qu'est-ce que ça peut être de vivre vraiment avec le strict minimum. D'accord. Donc du coup, on a compris que tu te lances dans un voyage et un de tes challenges, c'est de vivre avec le strict minimum. Ouais, c'est de sortir de ma zone de confort, de ce côté-là, effectivement. Dans une vie où on a tout sous la main, on se pose pas vraiment la question de ce qu'on a besoin au quotidien, et cetera, à un espace limité. Qu'est-ce que je choisis réellement d'emporter avec moi? Est-ce que c'est que du pratique? Est-ce que c'est du sentimental? Est-ce que c'est comment va être composé un petit peu ce sac qui sera ma maison, finalement? C'est vachement intéressant et c'est une expérience que je trouve assez enrichissante, en fait. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des domaines en particulier où tu sens que tu vas avoir peut-être de la peine à simplifier, là en l'occurrence, tu vas partir en voyage dans ce que tu emportes, ou est-ce que c'est le plus dur pour toi à être minimalisme dans ce que tu emmènes avec toi? Je pense que là, c'est le piège du cerveau qui fait des «et si». C'est-à-dire que quand on part, on se pose la question de se dire: «Et s'il m'arrive ça? Et si j'ai besoin de ça?» Et on a tendance à prendre pas mal d'objets que finalement on n'utilisera jamais ou qu'on aurait peut-être trouvé en route. Mais les peurs ou les inquiétudes font qu'on prend des petites choses qui vont nous servir que dans un cas extrêmement improbable, mais ça rassure. Et je pense que ça, c'est le plus dur pour moi, c'est de prendre du recul sur ce genre d'objet-là, de se dire véritablement quelle est la chance que j'en ai réellement besoin. Et ça, c'est pas toujours facile de prendre ce recul et de sortir de l'émotionnel, en fait, de la peur de manquer, Ouais. tout simplement. Ça peut être des petites choses, hein, comme du savon ou des choses comme ça. On part en se disant, mais comment je vais faire pour me nettoyer et tout ça, alors que si on prend un tout petit peu de recul, bien sûr qu'on va en trouver en route. On n'a pas besoin de partir avec. Quand on en aura plus, bah, on en reprendra un nouveau si on a besoin, et puis au fur et à mesure. Tu vas trouver sur place, quoi. Mais c'est vrai que le cerveau, il fait ses petites pirouettes. Alors j'avais entendu dire, c'était l'émission à l'époque, Spécimen qui passait sur la RTS qui avait fait un petit sujet sur le cas, qui parlait de notre propension à en fait bourrer nos sacs ou nos valises de plein de choses dont en fait on va pas se servir. Mmh. Et en fait, l'épaisseur de ta valise serait corrélée à ton sentiment de sécurité. Oui, mais c'est fondamentalement vrai, je pense. C'est-à-dire que plus on est anxieux, plus on a un caractère, je dirais, à prévoir l'imprévisible, et plus le sac va être gros, forcément. Et je pense que c'est même au-delà du voyage, on peut le prendre avec notre maison, notre quotidien. On a plein de choses qu'on a stockées dans notre maison, où on s'est dit: «Oui, mais peut-être qu'un jour j'en aurai besoin». Je pense qu'on a tous un petit pot chez nous où on a des trucs qu'on n'utilise jamais, ou un petit coin de notre maison, on a des trucs qu'on n'utilise jamais et on se dit à chaque fois qu'on le regarde: «Ouais, mais est-ce que ça me sert vraiment? Ah, je vais le jeter. Ouais, mais si j'en ai besoin quand même un jour», et on le garde. Et je pense que ce genre d'objet-là, c'est pas facile de s'en séparer, mais quand on s'en sépare, ça fait quand même un bien fou parce que finalement, on se libère de petits tas de chenilles, de petits coins à bordel, excuse-moi du mot, mais c'est vraiment ça, de coins à bordel. On en a tous chez nous, on
On en a tous un, hein. Enfin, moi, j'en ai en tout cas. OK, d'accord et du coup, puisque tu parles de possession de gens qui entassent des choses comme ça, Mmh. donc toi et moi, on a à peu près le même âge, on n'a pas connu entre guillemets «la guerre» ou ce Ouais. genre de choses. Par exemple, nos parents qui sont nés, allez, on va dire, fin des années 50, début des années 60, eux, ils ont eu, leurs parents avaient vécu la guerre. Mmh. Des fois, leurs grands frères ou leurs grandes sœurs l'ont vécu aussi, où c'était des immigrés, où ils avaient pas grand-chose, et cetera. Après, bon, il y a eu mai 68, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais ces gens, on constate qu'ils ont ils ont tendance à faire des réserves, justement. Bah, quel regard, tu portes sur, en fait, cette capacité à entasser plein de trucs, que ont, entre guillemets, «nos aînés», que nous, on a peut-être moins, en fait? Bah, je pense que là, on est de nouveau dans le cerveau, hein, finalement. C'est-à-dire que quand on a connu le fait de manquer de quelque chose, forcément, on va se diriger pour essayer d'éviter de souffrir à nouveau de ce manque. Donc, on essaye de prévoir des choses qui vont nous permettre d'éviter cette souffrance. On est tous fait pareil. On essaye d'aller vers le bonheur pour éviter la souffrance. Et quand on a vécu ce genre de traumatisme, alors je parle vraiment de l'extérieur parce que je ne l'ai pas vécu, je pense que forcément, notre cerveau cherche ensuite à se rassurer à nouveau en stockant des choses qui nous éviteront cette souffrance de manquer. Par exemple, quelqu'un qui a vécu la famine, forcément, il va plus la nourriture aura quelque chose aura une part plus importante dans sa vie qu'une personne lambda qui n'a jamais eu faim. Mmh. Et je pense que c'est pareil pour le fait de stocker, le fait d'avoir manqué. On se dit: «Oui, mais à ce moment-là, moi, j'avais rien, j'ai souffert de rien avoir. Là, maintenant, je veux plus revivre ça, donc j'entasse et je prévois», en fait. D'accord. Je pense que ça vient d'une certaine manière de ce genre de cheminement de pensée, je pense. Ouais, C'est vraiment la peur de manquer. ouais. Mais Selon moi, c'est beaucoup d'objets qu'on a chez nous viennent du fait qu'on a peur de ne pas les avoir. mmh mais du coup, toi, cette peur-là, en fait, tu l'as pas tellement? Ah si, je l'ai. Tu l'as? Ah Ah ah! ouais, clairement, je l'ai. Mais une peur, personne ne vit sans peur. On a tous des peurs. C'est obligatoire d'avoir des peurs. Bah, je prends un exemple tout bête. Je pars en voyage, mais j'ai peur de l'avion. Face à cette peur, j'ai deux choix. Mais je parle pas d'une petite peur. J'ai vraiment peur en avion. C'est très difficile pour moi de monter dans un avion. Quand on a cette peur-là et qu'on adore voyager, il y a deux choix. C'est où on se prive du voyage, ou alors, oui, on peut effectivement hein, partir sans avion, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile tout le temps et c'est un autre sujet. Voilà, c'est compliqué. Mais quand on a cette peur-là et qu'on a vraiment cette envie de voyager, je pense qu'affronter cette peur-là, même si on l'a, c'est pas en se disant tac du jour au lendemain elle va disparaître, mais plutôt le faire malgré la peur. Je pense que déjà on y gagne de la libération et en plus on va vers une forme de bonheur, vers des choses qui nous plaisent fondamentalement. Et si on fait le parallèle avec le minimalisme, le fait de se libérer de cette peur-là, donc de malgré le fait qu'on a peur de manquer, de quand même jeter, je pense qu'après, à chaque fois qu'on le fait, on se libère un petit peu plus de cette peur de manquer et fondamentalement, on va vers une forme de liberté. OK. Alors du coup, ma question, c'est, il y a du bonheur dans le minimalisme? Pour moi, oui. Je pense que, enfin, pour avoir jeté pas mal de trucs, la sensation qu'on a après de rien que celle-là, c'est déjà du bonheur. Mais celle-là, elle est peut-être instantanée, elle est peut-être impermanente. Et après, il y a aussi une forme de bonheur plus, je dirais, plus longue et qui perdure dans le temps. Plus diffuse? Ouais, qui serait aussi le fait d'avoir à s'inquiéter de moins de choses. Par exemple, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais le fait de posséder plein d'objets, de posséder plein de trucs, etc., c'est aussi une forme de stress. Hein. La voiture, c'est une forme de stress faut aller faire le plein, elle peut tomber en panne, c'est un coût financier, etc. Ça crée du stress. Cette possession, elle crée du stress, elle crée des formes de souffrance de nouveau. D'accord. Donc, le fait de les éliminer et d'en avoir moins, c'est aussi une sérénité au quotidien.
Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, enfin, j'ai vu une série de sujets dernièrement sur ce côté-là, mais qui était plus sur le fait qu'on parasite notre cerveau, où il y avait, en l'occurrence, c'est une vidéo de Cyrus North qui est connu sur Mhm. YouTube où il parle de l'ennui et il parle du tapis hédonique. D'accord. Qui est ce phénomène que en fait on court après, on croit qu'on est sur la route du bonheur, on court après le bonheur. Là, je paraphrase complètement ce qu'il dit, mais en fait, dès qu'on a obtenu une nouvelle compétence, un nouvel objet, en fait, on revient très vite à un niveau de bonheur stable. Parce qu'on croit qu'on avance, mais en fait, on fait du surplace. Et du coup, si tu te débarrasses de tes affaires, en fait, tu vas pas vers l'accumulation, mais plutôt vers la diminution. Alors, a priori, de ce que j'entends de ton discours, après, j'ai rien pour vérifier si c'est vérifiable sur le long terme, etc. En Mhm. fait, t'aurais moins ce phénomène du tapis hédonique, ou Je quand pense, même. oui. Et puis de toute façon, il faut déjà différencier bonheur et plaisir. C'est deux choses, à mon sens, qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que le fait de posséder justement une nouvelle chose, le dernier téléphone et ce genre de choses, bien sûr que ça va apporter du plaisir. Ça va apporter un pic de dopamine, etc. On est clairement dans du plaisir. Mais le plaisir est impermanent. C'est-à-dire qu'il va avoir un pic et après il va retomber. Et plus on vit dans le plaisir, plus à chaque fois qu'on retombe, on a besoin d'y retourner, en fait, dans cette sensation de plaisir. Donc je pense que c'est cette quête dont tu parles, d'avoir toujours la dernière formation, la dernière compétence, le dernier téléphone, la dernière possession. On va rechercher tout le temps ce sentiment de bien-être pour essayer de le maintenir, en fait, au top tout le temps. Mais si on se lâche on prend du recul par rapport à ça, puis on lâche cette sensation de plaisir instantané, on libère de la place pour un sentiment plus profond de plénitude et de sérénité, de satisfaction de ce qu'on a, de satisfaction de ce qu'on est, parce qu'on a le temps, en fait, de prendre, d'écouter cette sensation-là. Tant qu'on est à la recherche du plaisir absolu tout le temps, d'aller chercher, courir derrière, on n'a pas le temps de se poser et juste de regarder ce qu'on a, de regarder ce qu'on est et de s'en satisfaire. Et pour autant, ça n'empêche pas qu'on peut quand même s'acheter un téléphone neuf ou... Mais Ok. bien sûr. Alors, personnellement, je suis pas, là, je vais le faire un peu à l'extrême pour le voyage, mais personnellement, je suis plutôt quelqu'un qui suit la voie du milieu, un peu entre les deux. Je suis assez tempéré. C'est-à-dire que pour moi, un téléphone, typique, si on prend cet exemple-là, eh ben, je le jette quand il marche plus et j'en rachète un autre. Ça me dérange pas du tout d'en racheter un. Je vais pas me dire, je vais plus avoir de téléphone Mm. parce que je veux faire du minimalisme. Parce que pour moi, le téléphone est quelque chose qui a une importance dans ma vie et sur lequel que j'utilise souvent et que je dirais entre guillemets que j'en ai besoin au quotidien. Oui, puis ça a un côté, le téléphone, enfin surtout le smartphone a un petit côté finalement en fait minimaliste puisque tu peux, des choses physiques, tu peux les Mmh. matérialiser sur le téléphone et C'est finalement clair. c'est tout le même objet. Donc il y a ce débat aussi de qu'est-ce qu'on entend par minimalisme? Est-ce que c'est vraiment genre tout épuré, tu vois? Genre mode, moine bouddhiste, zen, Mmh. qui a son bol, sa cuillère, Mais je pense qu'ils vivent pas dans le même environnement déjà et c'est pas le même but fondamental. ils ont pas les mêmes besoins. Ben non. C'est-à-dire qu'un moine qui a, voué sa vie ou à l'aide des autres ou bien à la recherche du nirvana et de la paix intérieure, heu, il veut focaliser toute son attention sur ce sujet-là. Et tout ce qu'il y a autour, c'est finalement des formes de parasites. C'est même pour ça qu'ils se rasent le crâne, c'est juste pour pas avoir à s'embêter avec leurs cheveux. Donc là, on est vraiment dans du minimalisme absolu, c'est-à-dire pas perdre de temps pour les autres choses et vraiment se focaliser ou sur l'aide d'autrui ou sur sa quête spirituelle. Mais quand on vit dans le quotidien, on n'est pas confronté à ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde et c'est pas la manière dont on vit tous. On n'est pas tous dans un temple bouddhiste perdu au milieu de nulle part. On a un environnement qu'on subit en partie et puis qu'on choisit d'une autre partie. Je pense que c'est une question d'équilibre et de trouver son équilibre de minimalisme et surtout de chercher en fait ce qu'on a besoin, soi, ses propres réponses. OK, d'accord. Mais dans l'ensemble, tu serais quand même plus pour dire qu'on probablement on possède trop de possessions matérielles et qu'elles nous encombrent, ou t'es moins tranché que ça? Je pense actuellement que la société comme elle est faite nous pousse à posséder trop. Oui, je pense que la majorité des gens actuellement, moi y compris, possédons plus que ce qu'on a vraiment besoin et que ce surplus parasite notre vie quotidienne. OK,
D'accord. Du coup, maintenant on va aborder un autre volet, maintenant qu'on a bien philosophé dessus, en long, en large et en travers. Euh, Est-ce que, bon, tu disais que tu as jamais été très matérialiste comme personne. Est-ce que dans ton entourage, il y a eu des réactions particulières? Je sais pas, des incompréhensions ou au contraire, je veux pas dire de l'encouragement parce que j'ai pas le terme, mais des gens qui plébiscitaient ce genre de truc mais qui n'osaient pas le faire? Comment les gens ont réagi autour de toi à partir du moment où tu as dit: «Je veux me débarrasser de mes affaires»? Alors, je suis assez chanceux de ce côté-là, honnêtement. Ma famille, sont plus dans ce courant de pensée-là aussi depuis quelques années. Mmh, Mes grands-parents, eux, par contre, étaient plus dans cette génération où il y avait plein de choses, partout. Leur grenier, c'était la caverne d'Ali Baba. Mais finalement, les gens proches de moi actuellement sont plus dans cette philosophie de se débarrasser de beaucoup de choses. Sont passés par une phase où ils en avaient marre d'avoir trop de trucs, en fait. Ça devient des fois maladif, hein, chez certaines personnes. D'un coup, regardez, on n'en peut plus d'avoir trop de choses comme ça, et ça a plus été le cas de ma famille. OK. Donc, ils m'ont soutenu indirectement, c'est-à-dire qu'en fait, on était un peu au même moment, à Même la stade de même réflexion? stade, ouais, exactement. Donc, j'ai pas eu de problème. Après, les gens autour de moi, c'est pas forcément un sujet dont je parle au quotidien ou comme ça. C'est plus dans ma sphère privée. En fait, je vis comme ça, mais j'ai pas le besoin d'en parler spécialement, à part ici dans le podcast. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. C'est pas un sujet que j'aborde au quotidien. Donc peut-être que, je sais même pas, certaines personnes ne savent pas que je vis comme ça, peut-être. Et du coup, tu disais que tu avais un blog, tu abordes pas forcément, je dirais, en public. Est-ce que tu en parles à un moment donné Oui, dans alors tes articles? effectivement, sur mon blog, j'en parle. Donc ceux qui me suivent, effectivement, eux, peut-être le savent. On vous mettra un petit lien dans la description. Ah, ça, c'est trop gentil. Comment faire sa promo? Bah attends, faut que ça serve à quelque chose. Mais c'est vrai que j'en parle. J'en parle dernièrement surtout puisque je suis dans cette phase-là et que mon blog, c'est aussi pouvoir donner des clés aux autres pour, peut-être gagner du temps ou bien, répondre à certaines inquiétudes. Donc sur mon blog, effectivement, j'en ai parlé pour répondre aux inquiétudes que j'ai eues moi et aux possibilités que ça offrait de faire du minimalisme. Parce qu'à mon sens, c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas, à expérimenter. Après, chacun se fait son idée et puis une fois qu'on a enlevé quelques trucs, on voit est-ce que ça nous a aidé, apporté quelque chose ou non. Après ça, c'est la réponse de chaque personne. Mais je pense que tenter le coup et essayer de voir ce que ça donne de virer quelques trucs de sa vie, hein, c'est une expérience qui est enrichissante pour tout le monde, à mon sens. D'accord. Et en parlant d'expérience, puisque je pense qu'on va terminer là-dessus, on a déjà pas mal parlé. euh, Est-ce que tu aurais un souvenir à nous partager dans lequel à un moment donné, tu as ressenti vraiment une espèce de bien-être ou de paix qui serait lié au fait que bah, tu t'étais débarrassé de certaines choses ou que tout à coup ta vie était plus simple parce qu'il y avait moins de choses autour de toi, qui a priori, à première vue, ça aurait pu paraître un peu pauvre. Mais en fait, toi, à ce moment-là, tu as ressenti un grand bien-être. Est-ce que tu as un souvenir comme ça à nous partager? Et est-ce que tu peux nous le décrire si c'est le cas? Ah, c'est pas facile comme question. Un souvenir précis de... C'est pour donner envie aux gens, pour qu'ils se rendent compte, est-ce que c'est bien, comment on se sent quand on vit ce genre Ouais, de là, il y choses? en a un qui me vient. D'accord. Il y en a un qui me vient. Je suis passé par une époque de ma vie où j'avais pris beaucoup de poids. Et peut-être c'est hors sujet pour l'instant, mais vous allez voir le lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais 1 an à peu près, j'ai trié mon armoire de vêtements. Et comme maintenant, j'ai perdu du poids et je me sens beaucoup mieux dans mon corps, quand j'ai ouvert cette armoire, j'ai vu qu'il me restait plein de vêtements que j'avais pas jetés, qui dataient de l'époque où j'étais en surpoids. Et ça paraît bête, mais je m'en étais pas débarrassé. Je les gardais parce qu'on les garde, parce qu'on n'y réfléchit pas, parce qu'on les laisse, tout simplement. Et je me suis attaqué cette armoire, je me suis dit non, ça va plus, je veux juste les vêtements qui me vont, les vêtements que je porte Ce que tu aimes, et ceux que j'aime. puisque tu as fait Marie Kondo. Voilà. Et je me suis posé devant cette armoire et je l'ai complètement vidée, j'ai gardé vraiment l'essentiel finalement de ce que je porte, etc. C'est une étape de ma vie que j'ai tournée finalement. C'est-à-dire que j'ai regardé cette armoire et je me suis dit, ok, elle est en adéquation avec qui je suis à l'intérieur et ce que je ressens. Donc ça, franchement, ça m'a donné cette impression d'avoir passé une étape de ma vie, de m'être séparé
d'objets qui avaient une trace émotionnelle pour moi que je ne voulais plus dans ma vie. Ok. Parce que ça ne me correspondait plus et que j'étais fier d'avoir franchi cette étape-là. Donc, je voulais que ça se représente dans mon environnement, en fait. Ok. D'accord. Ouais, ça serait ce moment-là où je me suis senti plutôt bien quand j'ai regardé cette armoire, vrai. Ouais, d'accord, où il y avait beaucoup moins de choses. T'as Ouais. peut-être moins de choix, mais... Pas forcément, parce que c'était des choses que je portais plus ou qui étaient juste là, en fait, pour encombrer et puis pour me rappeler des choses que j'avais plus vraiment envie de voir, en fait. Ok. D'accord. Bon, bah, je pense que c'est un joli souvenir. Ouais. Du coup, Plutôt. quand tu y repenses, ça fait du bien. Ouais, non, ça me donne le sourire. Là, vous me voyez pas, mais je souris. Je confirme qu'il a un grand sourire. Ok, d'accord. Bon bah écoute, c'est cool. Je te remercie d'avoir partagé tout ça Eh ben, merci à toi. avec nous. J'en profite pour donner quelques petites indications et puis après on va gentiment clore le podcast. Donc si tu as encore envie de raconter quelques conneries ou quelques blagues, bien Non, sûr. je crois qu'ils m'ont suffisamment entendu. C'est toujours possible. Tant que le micro est allumé, on peut encore dire des choses. Donc, vous avez compris, on a parlé de diverses choses et variées. On a cité des émissions, des vidéos, des livres, etc. On vous mettra bien sûr tout ça en description du podcast où vous pourrez retrouver les différentes références qu'on a nommées. Vous trouverez aussi également, donc comme on l'a dit un petit peu en arrière, donc un lien pour aller sur le blog de Yannick, puisque Yannick est coach, c'est ça? Mhm. Voilà. Quoi, développement personnel? Coach mental, effectivement. D'accord, Ça ok. englobe tout ce qui a un rapport avec notre manière dont on se sent au niveau du mental et puis la vie en général aussi. Il y a plein de petites astuces sur le blog. Le mieux, c'est d'aller découvrir le blog et puis après, ça vous donne une bonne idée de ce que je fais. Voilà, donc on vous recommande d'aller sur ce petit blog pour découvrir tout l'univers de Yannick qui nous parle, entre autres, de minimalisme, vous l'aurez compris. De temps en temps. Voilà. Juste un petit encart par rapport à ce qui a été dit à un moment donné, dont tu parlais de Marie Kondo. On a fait pas mal de fois le reproche que, en fait, la méthode qu'elle proposait n'était pas une méthode minimaliste. Et effectivement, elle ne fait pas officiellement partie des courants minimalisme, mais elle a des effets minimalisme. Tout dépend jusqu'à quel niveau, en fait, vous voulez aller. Ce qui est préconisé dans la méthode, c'est de garder les objets, les possessions qui vous apportent de la joie. Et comme on l'a dit dans cet entretien, on n'est pas tous un moine bouddhiste zen qui vit dans un temple, donc il faut faire les choses à notre niveau. Et ça, faire les choses à son niveau, c'est aussi simplement être entouré de choses qu'on aime, surtout quand on a le choix. Puisqu'on parle bien d'une position privilégiée. Quand on a beaucoup de possessions matérielles, c'est qu'on est dans une position privilégiée. Et c'est un luxe d'avoir le choix. Et dans ce choix, si on veut bien vivre le restant de sa vie avec qui on est et tout ce qui nous entoure, autant choisir les choses qui nous apportent de la joie. Et c'est ça le fondement, en fait, de la méthode Marie Kondo. Ouais, pour moi, ça a été vraiment une bonne entrée en matière, en fait. Oui, c'est une Voilà. bonne porte d'entrée. Ouais. Mais bien sûr, ça n'amène pas forcément les gens à devenir extrêmement minimalistes. Ça les amène surtout à choisir les choses qu'ils aiment. Mais après, vous pouvez aimer le fait d'avoir que très peu de possessions. Et du coup, là, effectivement, vous êtes plus proche de ce qu'on pourrait appeler un minimalisme. Mais c'est pas le but de la méthode. Toutefois, on vous mettra quand même toutes les informations en description de ce petit podcast. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Il me semble. Parfait. Tout dit peut-être pas, mais en tout cas, ce qu'on avait à dire là. Bien. Et dans ce cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit merci podcast. encore. Ça Encore m'a fait une plaisir. fois, voilà. Et puis, du coup, nous, on se retrouve tout bientôt dans un prochain podcast, un prochain numéro où on parlera de zéro déchet avec un nouvel invité. Je ne vous en dis pas plus. Et... Teasing. bah oui, un petit peu quand même. Et puis sur ce, j'espère que le podcast, bien sûr, vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous en apprendrez encore si vous allez regarder les liens qu'il y a dans la description. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux, posez-vous des questions et surtout, n'oubliez pas, soyez bienveillants. Sur ce, on se retrouve bientôt dans un prochain numéro d'À bras le corps. Alors, bisous et à plus.